Bonjour à tous, je suis Nightmare et bienvenue dans ce bilan cinéma de l'année 2022. D'habitude, les bilans de fin d'année que je propose sur la chaîne sont divisés en 3 grosses vidéos différentes. Le flop, le bof, puis le top des films de fin d'année. Mais cette année, j'ai préféré faire autrement car avec 92 films vus cette année, la somme de travail sur ces 3 vidéos aurait juste été colossale. Et hors de question pour moi de sortir le bilan en mars. Déjà qu'en février c'est un peu limite, mais bon. J'ai donc tout commencé sur 2 vidéos et dans celle-ci, on va parler de la partie la plus négative de l'année à mes yeux, et ce réparti en 3 gros chapitres. Le flop série, une première sur la chaîne, le bof film et enfin le fameux flop film pour parler des 10 films que j'ai le plus détestés. Un petit point rapide d'abord pour parler de la chaîne, 2022 aura vraiment été une année maudite car mon PC m'a lâché, suivi de près par mon micro, et j'avais pas forcément les moyens de remplacer mon matos. Donc gros somme car j'avais plein de projets qui ont dû être reportés, retravaillés ou juste purement et simplement annulés. Mais cette année j'y crois, cette année sera l'année où je réussirai à être régulière et à proposer des vidéos de qualité. Mais la qualité, c'est pas vraiment ce qu'on va retrouver dans les films et séries dont je vais parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, il est temps de taper une dernière fois sur ce que 2022 a pu proposer de pire selon moi, et on commence avec le flop série. Pour ce qui est des séries de cette année, j'en ai vu 20 au total, et au lieu de trancher 10 dans le top et 10 dans le flop, j'ai jugé que seules 9 séries avaient été décevantes voire ratées. Deux petites précisions, tout d'abord il y a certaines séries que je voulais regarder mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais que je compte bien rattraper. Petit listing de ces séries que je n'ai pas encore vues: Andor, Obi-Wan Kenobi, Heartstopper, Miss Marvel, Le Cabinet des Curiosités, Sandman, Warrior Nun saison 2 et Chainsaw Man dont j'ai vu le pilote et en ce qui me concerne, c'était très peu engageant. Et deuxième point que je voulais aborder, comme cette partie n'est pas le cœur de la vidéo, j'ai vraiment synthétisé mon avis en 2-3 phrases, histoire que cette vidéo ne dure pas 8 ans. Voilà donc les 9 séries du flop 2022, classées bien évidemment de celles que j'ai le moins détestées à celles que j'ai le plus détestées. Tales of the Jedi. Pas une mauvaise série en soi, mais clairement le format nuit au potentiel. Je veux dire, ça s'appelle Tales of the Jedi. Ça ouvre un champ des possibles tellement vaste, et pour cause, c'est Star Wars. Alors, pourquoi si court? Pourquoi seulement centré sur 2 personnages? Pourquoi ne pas en profiter aussi pour mettre en avant de nouveaux personnages? C'est vraiment décevant car c'est une série qui pouvait offrir tellement plus et qui a été traitée comme un DLC de The Clone Wars. Dommage. Zootopie Plus. Qu'on aime ou non Zootopie, on est d'accord pour dire que l'univers est suffisamment riche pour offrir assez de matière pour une suite, en film ou en série. Mais tout ce qu'ils ont à nous proposer avec cette série, c'est répondre à la question « Mais que peuvent bien faire les personnages secondaires du premier film en parallèle de l'enquête de Nick et Jody ?» Pour le coup, le titre il est pas mensonger. Il est moche, mais il est pas mensonger. C'est vraiment juste un bonus du premier film. Un très bon bonus, hein. Clairement dispensable. Tekken Bloodline. Pas une mauvaise série, mais clairement, si je vous demande d'imaginer une série adaptant à un jeu de combat, il est très probable que vous imaginiez le gros du scénario de cette série. Un peu décevant de ce point-là, mais ça se laisse regarder. Moon Knight. Le genre de série Marvel où je me demande pourquoi avoir exploité cette histoire en série et non en film. Ça serait assez facile d'épurer cette histoire pour la faire tenir dans un film de 2h, 2h30. Ça aurait pu rendre le tout beaucoup plus digeste, tout en évitant de tuer les créateurs de SFX à la tâche sur des scènes clairement superficielles. Lapin Samouraï, les chroniques d'Usagi. Cette série n'est pas mauvaise, mais clairement, c'est une série complètement éclipsée par le fait que c'est la version série, moins belle, et artificiellement plus longue de Kung Fu Panda. The Boys saison 3. Alors avant que toute la fanbase me tombe dessus, non, The Boys n'est pas une mauvaise série. C'est une série très intéressante dans ses thèmes, dans ses personnages et dans ses messages sociaux qui soulèvent la gravité des maux de notre réalité, mais c'est une série que je n'aime pas sur la forme. C'est une très bonne série, je ne le nie pas, mais c'est une série qui n'est clairement pas faite pour moi. J'ai essayé, je l'ai vue, moi maintenant je passe à autre chose. Resident Evil. Personnellement, j'aime bien Resident Evil cinéma, mais clairement cette série a un gros problème de schizophrénie. Dans cette série, il y a 2 temporalités, le passé et le présent, qui au lieu de former une seule série en symbiose avec elle-même, forment 2 séries en une qui se battent pour coexister. Et le problème c'est qu'il y en a clairement une qui est meilleure que l'autre. Du coup, on se fait chier la moitié du temps. Dommage pour le coup. Kung Fu Panda, le Chevalier Dragon.
Outre le fait que cette série est un très long premier tiers de film dans lequel on s'ennuie pas mal, ce qui en fait une mauvaise série à mon sens, c'est surtout qu'elle fait partie de ces séries qui se souviennent et qui se souviennent pas des films auxquels elles sont censées faire suite. Est-ce que je verrai la saison 2 qui est sortie en janvier sur Netflix ? Évidemment ! Évidemment, car la promesse de cette saison 2 est infiniment plus intéressante que la saison 1, en espérant que la qualité s'améliore. Et la pire série de 2022 à mon sens, c'est... I Am Groot. Est-ce qu'une compilation de courts-métrages peut être considérée comme une série ? Le débat reste ouvert. N'empêche que cette série de courts-métrages dure au total 25 minutes, et c'est sans la moindre hésitation les 25 minutes les plus vides de tout le MCU. Certains ont pu me dire que c'est juste un truc pour gosses, et non, c'est pas une excuse. Pour les gosses, c'est pas un motif pour dire œuvre fainéante et bâclée. Ça c'est pour les débiles. Alors respectez votre progéniture, et montrez-lui du cartoon un peu plus recherché et travaillé que cette dope fainéante. Merci. Voilà pour ce qui est des séries que je n'ai pas spécialement aimées cette année. Maintenant, passons à la partie film avec, pour commencer... Je vous l'ai dit, cette année, j'ai préféré diviser mon bof film en deux et le répartir dans les vidéos top et flop. Et pareil que pour le flop série, ici mon avis sera très condensé et au fur et à mesure que l'on va progresser dans le bof, on baissera un peu plus à chaque film le niveau d'appréciation. C'est parti. Bullet Train. Ce film m'emmerde car d'un côté, je l'ai trouvé fun de par son concept et ses personnages hauts en couleur, mais de l'autre j'ai été déçu car au lieu d'être embarqué dans le délire et de m'éclater, je suis resté sur le quai de la gare, et donc un peu en dehors du film. Peut-être que j'en attendais trop, moi qui adore David Leitch. Il était une fois 2. Une suite dont l'existence n'est due qu'au besoin de Disney+ de remplir son catalogue, et ça se sent tant tout le budget n'est quasiment passé que dans le décor principal. Tout le reste fait cheap en comparaison. Les chansons sont moins marquantes que dans le premier film, les personnages sont très maladroitement exploités, à tel point que certains en sont réduits à faire de la figuration, et le climax est fatigué comparé à son aîné. Et surtout, c'est un film trop long pour ce qu'il a à raconter. Bref, c'est pas spécialement un bon film, mais le truc qui sauve le tout à mes yeux, c'est de voir Amy Adams surjouer la méchante. C'est un vrai régal et ça fait que j'ai quand même un peu apprécié le résultat final. Black Adam. Un comic book movie ni bon ni mauvais, juste affreusement moyen, complètement noyé dans la masse du genre. Un film à l'image de sa tête d'affiche, car à partir du moment où vous savez que Dwayne Johnson a le premier rôle, vous savez où ira scénaristiquement ce film centré sur un anti-héros désanti-héroïfié car Monsieur The Rock veut toujours avoir le beau rôle. Green Lantern Beware My Power. Là où je trouve que pour beaucoup de films cette année, le maître mot était trop long, ici je trouve au contraire qu'au vu des enjeux dépeints et des ambitions qu'a le film en termes de scénario, 1h30 c'est trop court et ça fait que beaucoup de points sont au final très vite expédiés. Un peu dommage de ce côté-là. Teen Tango and DC Superhero Girls Mayhem in the Multiverse. Le crossover de la fraude car il n'en est clairement pas un. Si j'apprécie les deux séries à l'origine de ce film, bien que l'une d'entre elles soit clairement meilleure que l'autre parce que Lauren Faust, ce crossover est au final bien plus un film de DC Superhero Girls avec un caméo des Teen Tango plus qu'autre chose. Et ben ça fait un peu tâche du coup. Bubble. Cette année, je suis passé à côté de certains films et malheureusement Bubble en fait partie. Oui, c'est beau, oui, la mise en scène exploite bien la discipline du parcours, oui, les personnages sont sympas, mais je suis pas rentré dans le délire du film. J'essaierai de le revoir, hein, mais clairement ici, je suis passé à côté. One Piece Red. J'apprécie One Piece de manière modérée. Je ne suis pas l'histoire de manière assidue, mais j'apprécie toujours de voir ces personnages de temps à autre, et du coup le format film est parfait pour moi. Et autant j'apprécie l'histoire de One Piece Red, et un peu le fanservice aussi, autant le film souffre d'une VF complètement bâtarde à cause d'un choix foireux de proposer toutes les chansons, superbement interprétées par Roshi, mais avec à côté une voix parlée pour le personnage d'Uta qui ne matche pas du tout, et qui du coup crée une énorme dissonance. Et des retours que j'en ai eu, c'est à peu près la même chose en VO. Ça et l'autre défaut de ce film, c'est clairement le fléau de cette année. Vous allez voir, je vais beaucoup m'en plaindre dans ce bilan. Le cel shading. C'est bien simple, à cause de son utilisation, le climax est une bouillie abstraite complètement illisible. Résultat en demi-teinte donc. Riverdance, l'aventure animée. Une histoire un peu moyenne, saupoudrée d'humour puéril qui n'est pas spécialement la bienvenue, mais il y a des scènes de danse irlandaise. Et j'adore ça. D'autant plus qu'elles sont franchement bien mises en scène, et elles portent et sauvent le film à elles toutes seules. Uncharted. Ted.
Un film d'aventure avec Tom Holland en tête d'affiche avec tous les clichés que cela peut engendrer. Un film lisse donc qui restera gentiment dans les sentiers battus où le héros ne se salira jamais les mains avec la promesse d'une suite parce que bien sûr. Bref, un film complètement convenu de A à Z et le plus rageant, c'est que c'est pas nul. Alors merde, un peu d'effort pour la suite s'il vous plaît. Nightmare Alley. Dans la filmographie d'un réalisateur, il faut bien, quand bien même c'est un réalisateur que l'on admire, un film qu'on apprécie moins que les autres. Et Nightmare Alley est le Del Toro que j'apprécie le moins. Si je l'apprécie pour tout ce qu'il a à offrir dans son esthétique tout simplement somptueuse, je n'ai juste pas adhéré à son histoire. Le Roi Cerf. Pareil que pour Nightmare Alley, visuellement le film est magnifique, mais je n'ai pas adhéré à son histoire. Principalement car le film expose un lore complet et complexe qui finit par me perdre au détour d'un énième non barbare. Clairement un film qui n'a pas compris que pour bien faire, il faut faire simple. Le Chêne. Un exercice de style purement contemplatif, sans le moindre dialogue, juste les images qui parlent d'elles-mêmes. Et si le pari est réussi à mon sens, il n'est pas sans longueur malgré la courte durée du métrage, et malheureusement pour le film, ça a fini par m'achever. Oui, j'ai piqué du nez devant le film. Cela dit, si l'occasion se présente, je retenterai bien l'expérience, histoire de voir le film dans son entièreté cette fois. Constantine The House of Mystery. L'animation d'essai comics qui retourne à son ère New 52 gore et edgy le temps d'un court-métrage, on souffle. Comme tous les opus de cette saga, c'est plus une démo qui montre le potentiel de cette histoire plus qu'autre chose. Heureusement, ce court-métrage est accompagné de 3 autres courts-métrages, bien différents et bien plus appréciables. Surtout celui sur Blue Beetle et son ambiance rétro parfaitement gérée. Luck. Un film d'animation pas mauvais en soi dans son concept ou son histoire, qui réussit même à être touchant par moments, mais qui possède une identité visuelle complètement générique. Ça se regarde et ça s'oublie aussi vite. Et petit point doublage, il faut vraiment que Louane fasse des efforts si elle veut continuer à en faire, car c'est son 4e ou 5e rôle, et ici encore elle n'arrive pas à s'effacer pour pleinement donner vie à son personnage. La princesse. Sur le papier, ça pouvait être la version Princess Warrior Badass de The Raid, mais le résultat fait tellement téléfilm avec ses FX scandaleusement laides, ses fonds verts ultra visibles, son jeu d'acteur et ses répliques souvent plus drôles qu'autre chose malgré eux, tout ça sent un peu l'accident industriel, non? Mais c'était pas un moment désagréable à passer. 355. Alors, techniquement, c'est pas bien. La caméra tremble tout le temps, le montage est énervé, le film se veut féministe mais se prend les pieds dans le tapis sur ce domaine-là, mais voilà. Les films d'action au casting principalement féminin, c'est un petit péché mignon et j'aime quand même un peu le film, même si bien sûr j'aurais préféré aimer un bon film. Thor Love and Thunder. Un truc qu'un ami m'a appris, c'est que dans les comics, les arcs de Ragnarok et de Gorr sont de vraies tragédies qui laissent très peu de place à l'humour. Et ça explique pourquoi les films Thor de Taika Waititi sont tellement dissonants au niveau de leur humour omniprésent. Ça n'a pas sa place dans ce genre d'histoire. Pas à ce point en tout cas. C'est con parce que tu le vois facilement le potentiel de Love and Thunder dans les quelques scènes qui ne sont pas écrasées sous 18 tonnes d'humour. Hotel Transylvanie 4. Je compte bien revenir sur celui-là dans une prochaine vidéo, mais pour résumer de manière très sommaire, oui c'est joli, oui c'est rigolo, mais ça envoie tellement chier le développement des personnages depuis 3 films que c'en est rageant. Un bon film en soi, mais une très mauvaise suite. Day Shift. Ça aurait pu être le délire joyeusement gore de l'année, un film fun et sanglant où Jamie Foxx bute du vampire par pack de 12 avec Snoop Dogg, mais il a fallu là encore que la convention sociale qui veut qu'un film aujourd'hui dure environ 2 heures frappe encore pour qu'on se retrouve devant un film là encore trop long pour ce qu'il a à proposer. Ce genre de gros délire n'a pas besoin d'un lore riche et développé, juste qu'il aille à l'essentiel. Parce que là il y a facile 20 minutes où on se fait chier, et qui en remaniant facilement le scénario pourrait complètement dégager. L'école du bien et du mal. Un film fantastique un peu teenager sur les bords qui aurait pu être sympa s'il n'était pas aussi cliché et impersonnel. Le pire c'est qu'apparemment c'est une plutôt bonne adaptation du bouquin qui en est à l'origine, mais le plus énervant c'est son aspect film jukebox, avec des choix de musique complètement aléatoires et sans aucun sens par moment. La porte a été ouverte à un potentiel deuxième opus, est-ce que je le regarderai si ça sort ? Oui, car c'était pas aussi détestable que ça, et au pire ça remplira un futur flop film. Et le dernier film de ce Bob film, celui qui a échappé de peu au flop, Mort sur le Nil. Kenneth Branagh qui adapte Agatha Christie, en soi j'ai rien contre, et dans l'absolu je n'ai pas détesté Le Crime de l'Orient Express ni Mort sur le Nil. Mais ce sont des whodunit que je n'aurai aucun plaisir à revoir.
principalement à cause de leurs révélations trop peu satisfaisantes. Celle du premier film était trop facile à mes yeux, et celle de ce deuxième opus trop évidente, sans que le film ne brouille assez les pistes pour semer le doute. Ça et le fait que visiblement Kenneth Branagh ne sait pas gérer comme il faut ses fonds verts. Un troisième opus doit sortir en 2023, j'irai bien évidemment le découvrir en espérant qu'il y ait au moins un opus sur 3 que j'apprécierais revoir. Et voilà pour ce qui est du flop série et du bof film. J'espère que cette manière de présenter les choses n'était pas trop dérangeante. Maintenant on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus. Quels sont les 10 films que j'ai le plus détestés cette année? C'est parti! Numéro 10. Le secret de la cité perdue. Quand j'ai pris connaissance de ce film en découvrant la bande-annonce, j'étais assez enthousiaste car j'avais vraiment l'impression que j'allais me retrouver devant au mieux un bon gros délire comme je les aime et au pire devant un bon gros nanar, donc je m'attendais dans tous les cas à rire durant mon visionnage. Toute la question était de savoir si ce serait rire avec ou du film. Et spoiler, au final, ni l'un ni l'autre. En fait je sais pas ce que ce film veut être concrètement. Ça cherche à être un film d'aventure, une comédie, une romance, mais jamais sans chercher à exploiter pleinement le potentiel de ces différents genres. Et de ce fait, on se retrouve devant un long métrage très hétérogène, avec une histoire d'aventure avec un antagoniste qui se prend grave au sérieux, mais avec des motivations absurdes vis-à-vis de nos protagonistes. Il y a de la tension, mais on n'est pas à l'abri qu'à tout moment une blague apparaisse pour dédramatiser le tout, et inversement, et au milieu de cette cacophonie scénaristique, on a une romance à gérer. C'est extrêmement mal organisé, et au final, le résultat est avant tout ennuyeux. Ça n'a même pas la politesse d'être un accident industriel où rien ne va et où on peut se moquer devant la nullité abyssale du résultat. Non, et c'est ça le pire, c'est que le résultat se tient à peu près. C'est juste qu'on s'en fout car c'est pas captivant. C'est encore plus frustrant quand en plein milieu du film, on a 10-15 minutes où débarque le personnage de Jack Trainer joué par Brad Pitt, et c'est génial! C'est un perso de beau gosse sauveur parfait cliché mais qui fonctionne parce que tout concernant ce personnage est poussé à l'extrême et ça marche! À se demander pourquoi c'est pas sur lui qu'on a fait le film. Alors pourquoi? Pourquoi alors que visiblement il y avait le potentiel de faire un film vraiment fun, on se retrouve devant un résultat aussi plat? Eh bien le problème s'explique facilement. Le problème, c'est qu'ils étaient 4 à l'écriture. Et il est toujours bon de rappeler qu'autant de scénaristes sur un même projet n'amènent jamais à rien de bon. Numéro 9. Batman and Superman Battle of the Super Sons. Allez, vous le savez, chaque année, je me mate les 4-5 films d'animation DC Comics que Warner nous sort directement en DVD parce que je suis une bonne grosse pigeonne qui, par moment, se contente très bien d'un film un peu facile fait en pilote automatique. Et si je maintiens que le nouvel univers mis en place par Superman Man of Tomorrow a refait légèrement gagner en qualité ces films d'animation, il y a tout de même quelques exceptions comme l'année dernière le diptyque Batman Un long Halloween et cette année, ce déshonneur revient à Batman et Superman Battle of the Super Sons. Et la raison principale qui rend ce film mauvais, c'est que c'est putain de moche! Sérieux, je comprends pas pourquoi le cel shading est une technique d'animation aussi populaire. Vous savez, c'est pas parce que Genshin Impact et autres free-to-play qui financent vos vidéastes préférés sont populaires que ça y est, on peut foutre du cel shading à toutes les sauces. Des films d'animation qui utilisent le cel shading, c'est pas une mauvaise chose en soi. Quand c'est utilisé avec parcimonie et ou quand c'est une base que tu esthétises à fond, pourquoi pas? Pas comme ici où c'est utilisé de manière fainéante et économique. Oui, car pour faire simple, et pour celles et ceux qui ne savent pas, le cel shading est une technique d'animation qui a pour but de faire de l'animation de synthèse, mais en essayant de donner un rendu cherchant à se rapprocher de l'animation traditionnelle. En gros, c'est de l'animation 3D qui veut se faire passer pour de la 2D parce que c'est plus rapide et que ça coûte moins cher. Donc déjà que les films d'animation des TV de chez Warner n'ont pas droit à des budgets de dingue, si en plus vous commencez à réduire les coûts avec des techniques d'animation peu coûteuses, ça va pas le faire. C'est con parce qu'à côté de ça, l'histoire est plutôt intéressante. Il y a une bonne base d'histoire de passage de flambeau, mais pour le coup, la forme fait définitivement trop défaut au fond. Numéro 8. Les vedettes. Je sens que je vais pas me faire que des amis sur celui-là, donc on va commencer par être de bonne foi. Je peux comprendre qu'on considère ce film comme un bon film. Le film n'est pas mal filmé, ou mal écrit, ou mal joué, ou que sais-je encore. Et en plus, besoin de chanter de Simplement Dan, ben c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai un problème avec ce film qui justifie qu'il finisse dans mon flop.
les personnages. J'ai vraiment ressenti une profonde antipathie vis-à-vis de chacun des personnages présents à l'écran. Je n'ai rien vu d'autre qu'une ribambelle de personnages tous plus détestables les uns que les autres, avec pas un seul présent à l'écran sans qu'il y ait une scène où je me disais « mais putain, mais quel connard !» Alors, ça peut marcher d'écrire ces personnages comme ça, et si vous y trouvez votre compte, tant mieux pour vous, mais ça ne marche pas avec moi. Pas comme ça en tout cas. Ah oui, c'est vraiment juste ce point qui fait que je n'ai pas aimé le long-métrage. Et c'est pour ça que de tous les films présents dans ce flop, il est le seul où je comprendrais parfaitement que les gens le considèrent comme un bon film. Numéro 7. Morbius. Bon, maintenant que la blague de Morbius est le meilleur film de tous les temps est passée, parlons-en honnêtement de Morbius. Je veux bien reconnaître que le film essaye de travailler une esthétique. Reconnaissons-le, que le film visuellement ait plu ou non, il a essayé de se forger une esthétique avec notamment ses effets de traînée quand le personnage de Morbius se déplace par exemple. Je veux bien reconnaître qu'à l'instar du reste du casting, Matt Smith ici se donne à fond et semble vraiment s'être éclaté dans son rôle. Mais si je veux bien reconnaître ses quelques qualités, je dois bien reconnaître aussi que 1000 fois je préférerais revoir la duologie Venom du même univers cinématographique. Pas spécifiquement que ces films soient meilleurs, mais parce que mon dieu que Morbius est fade. Sérieusement, d'un point de vue scénaristique, si vous deviez imaginer les comic book movies comme des sandwichs, Morbius n'aurait que les tranches de pain à proposer. Le M, sans doute la plus belle création de Sony Pictures. Je vais peut-être développer cette métaphore. C'est le scénario d'origin story le plus basique qui soit, et aucun ajout pour lui donner ne serait-ce qu'un début ou un semblant de personnalité. Juste ça, juste un semblant de personnalité. Ça n'aurait pas nécessairement fait un bon film, mais ça aurait pu éviter le film d'être une véritable catastrophe et la risée d'internet. Non, et puis sérieux, cette scène post-crédit. Arrêtez de vouloir essayer d'inclure l'univers de Venom et de Morbius au MCU. Personne ne veut voir ça tant ces films sont globalement conspués. Donc merci de bien vouloir avorter cette idée tant qu'il en est encore temps. On ne le répétera jamais assez, mais connecter différents univers cinématographiques à la Spider-Man No Way Home, c'est un plan foireux qui ne mène qu'à deux choses. Une impasse et un aveu d'échec scénaristique. Numéro 6. The Gray Man. Netflix. Une fois n'a pas suffi, il a fallu que tu recommences. En 2021, Netflix nous a proposé Red Notice, son blockbuster original à plusieurs centaines de millions de dollars pour faire comme les gros studios de cinéma. Tout ça pour nous offrir une histoire complètement insipide où The Rock joue The Rock, Gal Gadot joue une meuf badass et Ryan Reynolds joue un bouffon comique deadpoolien. Bref, un film à très gros budget qui ne comptait que sur le charisme de ses têtes d'affiche et rien d'autre. Et le pire, c'est que ça se regarde comme film. Il y a zéro effort mis dedans, mais ça se regarde. Et cette année, Netflix a recommencé avec cette fois-ci The Gray Man. Pareil, plusieurs centaines de millions de dollars injectés dans un film qui n'a pour seul argument marketing majeur « Eh regardez, on a Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas dans notre film. Du coup, vous allez aimer parce que vous les aimez, ces acteurs et actrices. Et en plus, c'est réalisé par ceux qui ont fait les 2 derniers films Avengers. Et du coup, comme vous aimez ces films-là, vous allez aimer le film aussi, hein ? Ben oui, mais non. C'est bien gentil de proposer ça, mais j'aurais préféré avoir un film avec un peu plus de personnalité là encore, et pas juste un thriller d'action classique et conventionnel qui se vend sur son casting. Après, pour être un minimum honnête, c'est mieux que Red Notice, et probablement mieux que d'autres films que j'ai pu citer ci-avant. Mais vous savez ce qu'on dit ? Une fois, mais pas deux. Quand Netflix comprendra que s'il veut rivaliser avec les blockbusters des studios de cinéma, il va falloir proposer autre chose que des trios de casting 5 étoiles, là on pourra reconsidérer les choses. En attendant, il peut remballer ses gros budgets si c'est pour proposer des films aussi peu qualitatifs. Numéro 5. Choose or Die. Netflix qui propose un nouveau film d'horreur qui prend comme base le jeu vidéo et qui malheureusement ne change pas la donne et aurait accessoirement fait un bon candidat pour un épisode de Crust. Que me vaut cet étrange enthousiasme ? Pour être franche, le postulat est intéressant. Il y avait vraiment une bonne base pour faire de l'horreur autour du jeu vidéo. Le pitch ici étant qu'il existe un jeu qui a priori semble innocent, mais qui à chaque partie influe sur l'environnement réel du joueur, les lieux, les gens, etc. Bref, la base assez classique mais efficace de l'objet maudit dont il va falloir se débarrasser. Mais le problème, c'est le cœur du film, le fameux jeu maudit qui établit des règles, et trop de règles.
trop pour dire que c'est contre-productif pour le film, car avec toutes ces règles établies, soit les personnages sont obligés de suivre une seule et unique voie possible sans qu'ils puissent avoir la moindre marge de manœuvre, soit le film doit créer des incohérences. Et du coup, c'est chiant, parce que du coup le film se résume à le jeu dicte une consigne, les persos font ce que le jeu demande, et il leur arrive des trucs. Répète ça 3 ou 4 fois, et voilà, t'as 90% du scénario du film. Donc voilà, un concept intéressant, gâché par un scénar chiant, et surtout par une morale de merde. Oui parce que bon, spoiler, je préviens si jamais quelqu'un décide de se farcir ce film par curiosité, après avoir subi tout un tas de péripéties impliquant des tortures psychologiques, la mort de son meilleur pote, et après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises entre autres, notre protagoniste ici décide tout simplement, au lieu de logiquement détruire l'objet à l'origine de tous ses malheurs, de s'en servir plutôt pour appliquer sa justice, et ce de manière ultra trash. Pas la meilleure manière de conclure ton film donc. Bref, Choose or Die c'était pas bien, mais de toute façon tout le monde s'en fout car personne ne l'a vu. Et vous savez aussi ce que personne n'a vu. Numéro 4. Les Animaux Fantastiques 3, Le Secret de Dumbledore. Oups, balle perdue pour ce film, je suis absolument pas désolé. Bien, prenons ensemble 2 petites minutes pour mettre au clair quelque chose vis-à-vis de ce film. Voulez-vous ? Faisons un petit exercice mental et faisons fi du fait que ce film a été écrit et produit par l'une des plus célèbres personnalités transphobes de la pop culture. Faisons fi également du fait qu'Ezra Miller, incarnant dans cette saga un rôle qui, plus le temps avance, plus il devient central, a réussi l'exploit d'enchaîner tellement de conneries répréhensibles par la loi, en l'espace de quelques semaines, à tel point que Warner ne savait plus où se mettre. Bonne chance les gars pour nous vendre The Flash. Et faisons fi du fait que, suite au scandale médiatique, Warner s'est dit que changer le visage de l'antagoniste en plein milieu de cette saga était une chose parfaitement envisageable et sensée. Surtout dans un cas où tu remplaces Johnny Depp par Mads Mikkelsen, je veux dire, la ressemblance est tellement frappante, on dirait qu'ils sont jumeaux. Excusez-moi, c'est mon détecteur de sarcasme. Voilà, faisons fi de tous ces problèmes externes au film, mais qui, à eux seuls, expliquent pourquoi cet opus a bidé au box-office en comparaison du reste de la franchise. Et qui explique aussi pourquoi cette franchise maudite est à 2 doigts de faire comme la saga Divergente et de ne jamais avoir de réelle conclusion. Et bien malgré tous ces aspects du film mis de côté qui en font déjà un film peu recommandable, ça n'est pas un bon film. Je reconnais qu'à l'époque j'avais peut-être surévalué Les Crimes de Grindelwald, qui, s'il reste un opus que j'apprécie par certains aspects, est effectivement un bordel scénaristique qui emprunte 17 chemins en même temps. Parce que J.K. Rowling est persuadée qu'un scénario et un roman s'écrivent de la même manière. Et dans ce nouvel opus, c'est la même chose. Le film semble à peu près savoir où il va, mais il ne peut pas s'empêcher de s'éparpiller dans tout un tas de scénarios superficiels qui étirent artificiellement un film déjà très long, car à l'inverse du précédent opus qui restait malgré tout un minimum divertissant et grand spectacle, ce nouvel Animaux Fantastiques est extrêmement verbeux. Ça parle tout le temps, et c'est pire quand en plein milieu du film, Jude Law te lâche une réplique dans le plus grand des calmes, qui veut que tout ce que l'on vient de suivre depuis 30 à 45 minutes ne servait à rien. Pire, les protagonistes ont régressé vis-à-vis de la situation initiale. JK, c'est pas de l'écriture intelligente ça. N'essaye pas de le faire croire. Définitivement, Warner et ou J.K. Rowling, voyez selon vous qui est le fautif dans l'histoire, ne savent pas où aller avec le Wizarding World. Alors, on va vous épargner du temps et de l'argent, mais quitte à continuer d'enrichir cet univers avec de nouveaux projets, 3 choses. 1. Faites des spin-offs indépendants les uns des autres. 2. Arrêtez de croire que J.K. Rowling est une bonne scénariste ou juste un bon argument marketing. Et 3. N'adaptez jamais Harry Potter et l'enfant maudit. Par pitié. Voilà, pas besoin d'aller chercher l'idée complètement stupide de rebooter Harry Potter, hein. Numéro 3. Mortal Kombat Legends Snowblind. Et rebonjour à Warner, de retour cette fois-ci avec un autre film d'animation, centré cette fois-ci sur Mortal Kombat. C'est le 3e film d'animation que Warner a produit depuis 2020, avec en parallèle un film live qui, s'il est loin d'être un chef-d'œuvre, m'avait plutôt bien diverti. Je vous avais déjà parlé du premier de ces films d'animation, Scorpion's Revenge, qui à mon sens ne fonctionnait pas, et j'avais trouvé le 2e opus, Battle of the Realms, un minimum qualitatif en comparaison. La gestion du gore et des enjeux était déjà plus intéressante, malgré un aspect expédié sur certains points. C'était pas non plus un film sensationnel, disons que ça se regardait un peu plus. Mais quitte à s'être farci les 2 premiers opus, autant remettre le couvert une 3e fois. Après tout, avec un 2e opus de meilleure facture, je pouvais espérer un 3e film qui se tenait là aussi. Et au final, je me retrouve avec ma médaille de bronze des films que j'ai le plus détesté cette année. Pas tant pour l'histoire, même si bon, tellement passionnante que je l'ai très vite oubliée, même si... globalement, c'était Mortal Kombat qui essayait de faire du Mad Max.
faites ce que vous voulez de cette information. Non, si je considère ce film comme mon 3e pire film de 2022, c'est avant tout pour son animation tout bonnement honteuse. C'est un DTV de chez Warner. Ils en font 5 par an, donc il est logique qu'on ne doive pas s'attendre à quelque chose qui rivalisera avec les plus grands chefs-d'œuvre de l'animation. Mais même là, le minimum syndical qu'une telle animation exige n'est pas respecté. C'est grossier, mais grossier. Sérieusement, d'un plan à l'autre, on peut se retrouver avec des traits fins, travaillés, puis d'un coup avec des gros pavés bien gras. Donc tu combines ça avec l'animation robotique typique des DTV Warner et du gore partout, du gore tout le temps, à tel point que ça en tombe clairement dans le mauvais goût. Je sais que ça fait partie de l'ADN de Mortal Kombat, mais là clairement ça n'aide pas. Et oui, c'est clairement un des films d'animation les plus scandaleusement fainéants et mauvais que j'ai pu voir ces dernières années. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Numéro 2. L'âge de glace, les aventures de Buck Wild. Allez, il est temps de se pencher sur le cas douloureux de Disney. Même en ne m'infligeant plus leur remake live, définitivement source de paresse et de déception en ce qui me concerne, ils se débrouillent pour quand même finir dans le flop. Et ça fait d'autant plus mal pour moi en tant que Disney fan quand il s'agit de mettre de l'animation en flop. Bref, les aventures de Buck Wild. Déjà que la saga L'Âge de Glace est passée par la case opus de trop avec les lois de l'univers, ici on se retrouve devant un opus qui n'aide clairement pas à relever le niveau. Déjà, comme pour les Animaux Fantastiques 3, faisons abstraction du fait que Disney ait fermé les studios Blue Sky pour juste après balancer ce film issu de la saga phare de feu ce studio sur Disney+, comme un malpropre. Et malpropre, ça ce film l'est sans une once d'hésitation. Qu'est-ce que c'est laid, mon Dieu! Les lois de l'univers n'étaient certes pas un bon opus de la franchise, mais s'il y a bien une qualité indéniable à lui reconnaître, c'est son animation fluide, détaillée et plus que qualitative. Ici on n'a même pas ça! Vraiment, les graphismes de ce film sont tout gras, tout grossiers, il y a des mouvements labiaux tellement ratés qu'ils ne permettent aucune synchro labiale correcte en VO ou en VF. Sérieusement, je déconne à peine si je vous dis que ce film, d'un point de vue technique, est à peine mieux que la version HD d'une cinématique de PS2. Et j'insulte probablement la PS2 en disant ça. Mais en soi, le film est laid. Bon, passons. Mais il n'y a même pas l'histoire pour compenser. Spin-off ou 6ème opus, peu importe, les enjeux ne sont que du réchauffé des opus précédents, centrés cette fois-ci sur des personnages insupportables, car les scénaristes se sont dit que mettre les comic reliefs secondaires de la saga au premier plan serait une bonne idée. Sans parler des nouveaux personnages qui sortent de nulle part, ou de la plus grosse blague / injure que ce film de merde a pu faire à la saga, son antagoniste. En plus d'avoir des motivations nul à chier, un des trucs qui marque dans cette saga, c'est à quel point l'environnement peut être lui-même un antagoniste. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi des antagonistes personnifiés, le clan des tigres à temps de sabre, Rudy ou encore Guts et son équipage. Mais c'était des antagonistes crédibles. Ils apparaissaient à l'écran, tu savais que c'était la merde pour nos héros. Ici, le méchant est tellement tourné en dérision, ridiculisé et sans charisme, tant dans le visuel que dans la prestance, que jamais tu ne le prends au sérieux. Cet opus est une véritable honte. Non seulement la copie est à revoir, mais en plus elle est pas finie. Jamais un tel film n'aurait dû sortir tel quel dans de telles conditions. Alors s'il vous plaît, revoyez les anciens films de la saga. Même le 5 si vous l'appréciez, après tout, il y a des choses à sauver dedans. Mais par pitié, enterrez-moi cette purge au fin fond des serveurs de Disney+, qu'elle y reste et que plus personne ne mentionne son existence. Et passons au numéro 1. Numéro 1. Tic et Tac, les Rangers du risque, le film. D'habitude pour mon flop 1, je me lâche un gros coup. Je prends volontairement un ton énervé, exaspéré même, histoire de renforcer un peu mon propos tout en apportant une touche comique à l'argumentaire. Cette fois-ci, il n'en sera rien. Je vais rester très calme et chacun des mots que je vais prononcer ne dégagera pas la moindre trace d'humour et sera prononcé dans un premier degré absolu. On est bon ? On est bon. Si je considère Pirates des Caraïbes 5 comme un némésis cinématographique, le film que je déteste le plus au monde, c'est parce que c'est un très mauvais film qui touche à l'une des sagas les plus importantes à mes yeux et que depuis que je l'ai vu, je dois vivre en sachant que la saga Pirates des Caraïbes a en elle une gigantesque tache qui lui fait honte. Un peu mélodramatique comme manière de dire les choses, mais vous saisissez l'idée. Néanmoins, pour tout ce que je le hais, je tolère son existence car après tout, j'ai toujours les 4 premiers films qui sont là et je peux très bien m'en contenter car ils fonctionnent très bien ensemble. Oui,
même le 4e. Et si je vous dis ça, c'est parce que même si je ne me suis pas autant énervé devant Tic et Tac les Rangers du Risque que devant Pirates des Caraïbes 5, principalement parce que je m'attendais déjà à quelque chose de mauvais et d'affligeant, je me suis tellement senti insulté de 1001 façons différentes par Tic et Tac les Rangers du Risque que c'est bien la première fois depuis que je me suis intéressé au cinéma que je souhaite purement et simplement que ce film disparaisse de Disney+, ainsi que de tous les sites de téléchargement qui permettraient sa survie à travers le temps. Tic et Tac est un film qui ne respecte rien ni personne, à commencer par les fans d'animation. Ça se veut être un melting pot de personnages ainsi que de styles d'animation, mais pour au final faire n'importe quoi en mettant des personnages par exemple en cel shading alors qu'ils existaient en stop motion. C'est un exemple parmi tant d'autres, et ça peut paraître anecdotique comme défaut. Mais tout le film est comme ça, et au lieu de célébrer la richesse et la diversité qu'a l'animation, comme un Gumball par exemple, ça renvoie un message cynique et nauséabond qui veut que l'animation, c'est un truc où tu fais ce que tu veux et où tu peux enculer la logique. Non. Et tant qu'on en est à parler de cynisme, ce film en est le porte-étendard. Ça dégouline de tous les côtés, c'en est écœurant, on dirait les Américains qui font des TikTok de cuisine. Le film ne loupe pas la moindre occasion. Le Sonic Cursed, les Dingo Pictures, les premiers films en performance capture qui sont tombés dans la vallée dérangeante, la mode hollywoodienne de faire des préquels, des remakes et autres reboots, ce qui rend ce film un cran encore plus hypocrite, et même les arguments les plus malhonnêtes qui peuvent lui tomber sous la main, le film les embrasse pleinement. Et c'est là qu'on en vient à parler du méchant. Oui, je vais spoiler, oui, je m'en branle que t'aies pas vu le film. Le méchant de ce film, c'est donc Peter Pan, qui est devenu trafiquant de toons pour faire les Dingo Pictures, ces films hideux faits à la va-vite pour surfer malhonnêtement sur le succès des films d'animation, notamment les Disney, parce qu'il n'a été la star que d'un seul film et que depuis, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Alors que Peter Pan fait partie des classiques les plus cultes de Disney, que du merch Peter Pan il y en a à gogo, qu'il a son attraction dédiée à Disneyland là où d'autres classiques plus populaires comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène ou Le Roi Lion n'en ont pas, qu'il est l'un des rares classiques d'animation à avoir eu droit à sa suite Disney Toon d'assez bonne qualité et au cinéma s'il vous plaît, ainsi qu'une saga spin-off de 6 films plus une série héritage pour les plus jeunes spectateurs. Mais on a tous oublié Peter Pan. Est-ce que ce film est réellement en train de faire passer tous les Disney fans du monde entier pour des fashion victimes superficielles qui ne s'intéressent qu'au dernier film à la mode qui deviendra has-been dans 6 mois quand le prochain sortira? Mais allez vous faire foutre au bout d'un moment! Merde! Très sincèrement, j'espère que chacune des personnes créditées au générique de cette infamie a honte d'avoir bossé dessus, en particulier les animateurs. Non pas parce qu'ils ont fait du mauvais boulot ou parce qu'ils ont accepté de bosser dessus, après tout faut bien remplir sa gamelle, mais parce que c'est un film qui pisse son mépris sur leur travail tout en poussant un rire gras de bully. Je n'ai que mépris et haine pour ce film qui ne respecte rien ni personne. Ni l'animation, ni les fans d'animation, ni le métier d'animateur, ni le système hollywoodien, ni les fans de Disney, ni Disney lui-même, ni rien. C'est un immense tas de merde qui te liste de manière cynique les aspects les moins glorieux du 7e art en te disant que c'est ça le cinéma et que lui, il se complaît parfaitement là-dedans. Et pour ça, je lui souhaite de brûler en enfer. Voilà qui conclut donc cette vidéo flop, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez comment soutenir la chaîne, un like, un partage, un abonnement, un commentaire, et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour le top film. Je vous invite à me partager votre flop en commentaire, que ce soit en vidéo, en classement, ou juste partager un avis sur les films que vous n'avez pas aimés. Et en attendant, n'oubliez pas de mater des films, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!